Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par la CNE. Je m'appelle Alan Marshall et je suis le responsable de la communication digitale au sein de la Centrale nationale des employés. J'ai donc le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire, qui est un webinaire qui suit le précédent webinaire que nous avons donné la semaine dernière concernant la dette. Et cette fois-ci, comme vous le voyez peut-être déjà affiché sur votre écran, nous allons aborder la question budgétaire, la question de la politique budgétaire. En gros, quelle autre politique budgétaire est possible? Quelles sont les alternatives des syndicats pour un budget sain et plus équilibré? Pour ce séminaire, nous aurons l'occasion notamment d'avoir l'expertise de ma collègue Clarisse Van Tichelen, qui est donc économiste aussi au service d'études et de formation de la CNE. Clarisse qui suit évidemment les questions budgétaires avec une très grande attention, qui a une certaine expertise de la question et qui a notamment déjà rédigé plusieurs rapports sur la question. Donc Clarisse, pendant une toute petite heure, va revenir avec les différentes alternatives syndicales qui sont proposées. Vous allez avoir l'occasion pendant cette heure d'intervenir puisque dans votre barre latérale, celle qui s'affiche sur votre écran, vous aurez l'occasion de poser des questions en privé. Je me chargerai de les lire et d'essayer de les compiler pour reposer les questions à Clarisse à deux moments de ce webinaire. Une première fois après la première partie, après une vingtaine de minutes environ, et une deuxième fois après la seconde partie, et donc à l'issue de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Sachez enfin que ce webinaire est enregistré et que vous bénéficierez donc d'un replay qui vous permettra de le regarder à nouveau, tout ou en partie, dans les prochaines heures. Donc, encore aujourd'hui, vous recevrez un lien qui vous permettra de revoir ce webinaire. Je n'ai plus qu'à vous présenter maintenant Clarisse qui va nous rejoindre et je lui laisse la parole. Voilà, Clarisse. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, on passe une petite heure ensemble pour parler des questions budgétaires et fiscales. Alors, on a parfois l'impression que ces questions sont très techniques et pas très intéressantes, mais finalement, ce de quoi on va parler aujourd'hui, c'est surtout, en fait, comment est-ce qu'on fait société ensemble, comment est-ce qu'on finance les services publics, comment est-ce qu'on finance les profs, comment est-ce qu'on finance les infirmiers, les infirmières dans les hôpitaux, et qui contribue en fait au financement des fonctions collectives et aussi de la sécurité sociale des travailleurs et des travailleuses, de nos pensions, de l'assurance chômage, de l'assurance maladie, des soins de santé, etc. Alors, avant de vous montrer quelles sont les alternatives qui sont proposées par les syndicats, c'est clair qu'on est dans une période de lutte contre les mesures de l'Arizona qui, le gouvernement, lui, décide en fait de faire énormément d'économies dans une série de secteurs. Avant de vous présenter nos alternatives et ce qu'on propose, je voudrais prendre un peu de temps avec vous pour tordre le cou à quelques idées reçues. On va d'abord faire ça, puis on fera une salve de questions-réponses avant de venir à nos alternatives syndicales et au budget qu'on propose, qui soit un budget qui soit juste, c'est-à-dire où tout le monde contribue selon ses capacités et qui permette de répondre aux défis écologiques et sociaux d'aujourd'hui et aux besoins des travailleurs et des travailleuses sans attaquer les plus faibles et les plus précaires. Donc, première idée dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la question de, en fait, aujourd'hui, qui contribue à l'impôt, est-ce qu'entre les plus riches et les plus pauvres, est-ce qu'il y a une répartition équitable de l'impôt ou pas? Ou autrement dit, est-ce que les personnes qui ont des revenus très élevés, donc c'est-à-dire les personnes les plus riches, est-ce qu'elles supportent réellement les charges les plus lourdes? Est-ce qu'elles contribuent réellement plus au financement des services publics? Et ici, je vous montre ce graphique qui est issu d'une étude d'un livre coordonné par la KU Leuven et qui montre en fait à quel point en fait le top 1%, vous le voyez, il y a une barre sur le top 1%, contribue beaucoup moins à l'effort collectif que la moyenne et que la plupart des travailleurs et des travailleuses de ce pays. Et donc, chaque bâtonnet ici, c'est la contribution à l'impôt en fonction des revenus. Donc, par exemple, si je prends le top 1%, on voit qu'en moyenne, le top 1% des plus riches, donc les 1% les plus riches en Belgique, ils contribuent à hauteur de 23% de leurs revenus à l'impôt. Donc, ils sont imposés à hauteur de 23%, alors que pour la moyenne des travailleurs et des travailleuses, pour la moyenne belge, en fait, c'est 43%. Et vous voyez que même les plus pauvres d'entre
d'entre nous, donc les gens qui sont entre les 0 et les 20% les plus pauvres, ils contribuent quand même à hauteur de 37% de leurs revenus à l'impôt. Donc ce graphique, il montre en fait que l'impôt, il n'est pas aussi progressif que ce qu'on voudrait. Qu'est-ce que ça veut dire progressif? Ça veut dire qu'a priori, ce qu'on voudrait, c'est que le taux d'imposition augmente en fonction de vos revenus. Donc au plus vous êtes riche, au plus vous allez évidemment en termes absolus contribuer à l'impôt, mais au plus aussi on voudrait qu'une partie importante de vos revenus soit taxée. Et ce qu'on voit en fait, c'est que ce principe de l'impôt progressif, eh bien, il n'est pas respecté en Belgique, puisque quand vous faites partie en fait du top 20%, du top 10%, du top 5% ou du top 1% de la population les plus riches, eh bien, vous payez relativement moins d'impôts que quand vous êtes un travailleur moyen. Et ça, évidemment, c'est un problème, c'est un énorme problème de justice sociale. Et c'est sur ce point-là aussi que les syndicats proposent une série d'alternatives, justement pour que, en fait, les plus riches contribuent réellement à hauteur de leurs moyens au financement de la sécurité sociale et des services publics. Ça, c'était la première idée reçue dont je voulais vous parler. La deuxième idée reçue, c'est la question des cotisations sociales. Donc, vous savez que sur nos salaires, on prélève évidemment de l'impôt via le précompte professionnel, mais on prélève aussi des cotisations sociales patronales et des cotisations sociales personnelles. Ces cotisations sociales, qu'est-ce qu'elles ont de spécifique? Eh bien, leur spécificité, c'est qu'elles sont obligées d'être mises dans le pot commun de la sécurité sociale. Autrement dit, qu'avec nos cotisations sociales, le gouvernement ne peut pas décider d'acheter des F-35 ou d'augmenter le budget de la défense ou de l'enseignement d'ailleurs, mais on est obligé que ces cotisations sociales viennent financer nos pensions, nos soins de santé, le chômage, les maladies, etc. Or, on nous dit souvent en Belgique que ces cotisations sociales sont très élevées, et notamment les cotisations sociales patronales. Et donc ici aussi, je voudrais vous montrer un graphique qui montre l'évolution depuis quasi 30 ans du taux de cotisation sociale patronale. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez bien qu'au début, en 96, 97, les cotisations sociales patronales étaient quasi de 34%, 33,9%. Aujourd'hui, le taux, il est passé à 21,8%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moyenne, sur un salaire de 100 €, en fait, le patron ne paye que 21,8 € de cotisation sociale patronale, alors même que le taux nominal, ce qu'il devrait payer, c'est 25%. Et ça, c'est dû à une série de règles qui permet en fait au patron de payer beaucoup moins de cotisation sociale patronale que le taux normal. Et vous voyez que ce taux de cotisation sociale patronale, eh bien, il a énormément baissé ces 30 dernières années. Si en fait on avait gardé le même taux de cotisation sociale patronale qu'en 96, eh bien la sécurité sociale percevrait 17 milliards de plus de cotisation sociale que ce qu'elle ne perçoit aujourd'hui. 17 milliards, c'est vraiment énormément d'argent. Je vous ai mis ici une petite illustration de tout ce qu'on pourrait faire avec 17 milliards. Alors 17 milliards, ça permettrait par exemple d'engager 105 000 infirmiers et infirmières. Ça permettrait de refinancer les soins de santé complètement. Ça permettrait de rendre gratuits les transports publics. Ça permettrait aussi d'augmenter toutes les allocations sociales de 10% au-dessus du seuil de pauvreté, de revenir à l'âge légal de la pension à 65 ans et d'annuler la réforme des pensions Arizona. Donc, avec 17 milliards, si on percevait aujourd'hui le même taux de cotisation sociale patronale qu'il y a 30 ans, eh bien, on pourrait faire toutes ces mesures-là en même temps. Donc, il ne faudrait pas choisir entre les mesures. C'est toutes ces choses-là qu'on pourrait faire avec 17 milliards en plus. Donc, on voit bien avec cet exemple et ces chiffres qu'on a un problème en fait de recettes pour la sécurité sociale et qu'aujourd'hui, les employeurs contribuent beaucoup moins qu'il y a 30 ans au pot commun de la Sécu. Troisième idée reçue que je voudrais déconstruire avec vous, c'est la question des bénéfices des entreprises. Est-ce que les bénéfices des entreprises sont aujourd'hui en difficulté en Belgique ou est-ce qu'elles se portent plutôt bien? Vous vous souvenez sans doute que pendant le Covid, on avait entendu et d'ailleurs un petit peu avant, que ce qu'on appelle les marges bénéficiaires, en fait, c'est un terme économique pour approximer les bénéfices, on va dire, des entreprises, avait fortement augmenté. Et c'est ce que montre ici ce graphique qui est issu d'une étude de la Banque nationale de Belgique, où vous voyez que à partir de 2019 jusqu'en 2022, eh bien, la courbe monte, même s'il y a des reculs évidemment avec les périodes de confinement, et qu'on voit bien que la courbe est beaucoup plus haute que
la moyenne entre 2015 et 2019 et que la moyenne sur 20 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, en 2022, on était dans un moment où les marges bénéficiaires des entreprises, c'est-à-dire les bénéfices des entreprises, étaient historiquement élevés et historiquement beaucoup plus élevés que la moyenne des 20 dernières années. Aujourd'hui, on entend pas mal de messages sur le fait qu'une série d'entreprises ou de secteurs sont en grande difficulté financière et justement que les bénéfices des entreprises sont rognés ou sont en difficulté. Mais en fait, c'est assez contraire à ce que la Banque nationale nous dit, parce que dans son nouveau rapport qu'elle a publié là il y a quelques mois, elle nous montre encore comment ont évolué les taux de marge des entreprises depuis 2021. Et vous voyez que la courbe jaune que vous voyez sur le graphique, elle est stable et elle continue à être stable en 2025. Autrement dit que les bénéfices des entreprises continuent à se stabiliser à des niveaux qui sont historiquement élevés. Donc, entre les 20 dernières années, les bénéfices ou le taux de marge, si vous voulez, était en moyenne de 39%. Aujourd'hui, il est en 2024, mais en 2025 aussi, il est de 45%. Donc, en fait, les entreprises aujourd'hui sont globalement dans une situation où elles ont un bénéfice beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années. Et donc, en fait, contrairement à ce qu'on a l'impression, visiblement, la Banque nationale nous dit que en fait, les entreprises en Belgique se portent plutôt très bien et beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années. Enfin, et c'est le dernier graphique que je voulais vous montrer, de nouveau en termes d'idées reçues, c'est sur la question des subventions aux entreprises privées. Donc, c'est aussi quelque chose dont on parle peu dans le débat public et médiatique, mais il faut savoir que un des budgets très importants de l'État belge aujourd'hui, que ce soit au niveau fédéral ou à tous les niveaux de pouvoir, c'est l'importance des subventions aux entreprises privées lucratives ou aux entreprises capitalistes, on pourrait dire. Vous voyez ici dans ce graphique l'augmentation d'une série de toutes les subventions aux entreprises privées et on montre qu'en 2022, c'est la dernière année disponible pour l'instant, on consacrait 52 milliards d'argent public au soutien aux entreprises privées. Cette augmentation des subventions, elle s'explique par différents mécanismes, mais ces 52 milliards, qu'est-ce que ça représente? Ça représente en fait plus que toutes les dépenses de santé, c'est 115% du budget des soins de santé et c'est 1,5 fois le budget de l'enseignement. Donc, ça représente aussi 9% du PIB. C'est un montant qui est 3 fois supérieur à l'effort d'austérité qui est demandé à la Belgique par la Commission européenne. Donc, on voit bien que ça, c'est quelque chose dont on parle peu dans les médias, mais pourtant qui constitue un des budgets publics les plus importants, en fait, de la Belgique. Une des dépenses, on va dire, pour lesquelles on consacre le plus d'argent, c'est ces subventions aux entreprises privées. Alors, quelles sont ces subventions? Désolée, la légende est un peu petite, mais je vais vous l'expliquer. En fait, dans ces subventions, il y a des subventions qui sont conditionnées évidemment à une série de critères, mais aussi des subventions qui sont complètement des chèques en blanc qui sont donnés aux entreprises privées lucratives. En orange, en fait, dans le graphique orange, vous voyez que ce sont des subventions qui sont cachées, qui sont dues en fait à des manques de recettes. Donc notamment avec le tax shift du gouvernement Michel, le gouvernement de l'époque, le gouvernement fédéral de l'époque, avait décidé de diminuer les taux d'imposition à l'impôt des sociétés et en cotisation sociale patronale. Donc, en un coup, en fait, en 2017, les entreprises devaient payer 33% d'impôt sur leurs bénéfices et puis en 2018, plus que 25%. Et ça a été la même chose pour les cotisations sociales patronales. Nous, on considère que cette diminution des taux, c'est en fait une subvention cachée aux entreprises. Pourquoi? Parce que avant, c'est de l'argent que les entreprises devaient verser soit à la Sécu, soit à l'État. Et d'un coup, à cause d'une décision politique, c'est de l'argent qu'elles ne doivent plus verser ni à la Sécu, ni à l'État, et donc qu'elles gardent dans leur poche, et donc qui vient en fait grossir leur marge bénéficiaire, leurs bénéfices. Et donc ça, ce sont évidemment des chèques en blanc, puisque c'est d'un coup que vous ne devez plus verser autant de cotisations sociales patronales, et l'État n'a aucun moyen d'obliger à ce que cet argent-là serve à créer de l'emploi ou à réduire le temps de travail ou à investir, plutôt que à rémunérer, par exemple, des actionnaires ou à augmenter les dividendes. Et évidemment, les évaluations économiques qui ont été faites montrent plutôt que les
les impacts en termes de création d'emplois ont été très faibles et beaucoup moins importants que ceux qui avaient été espérés. Et que, évidemment, une grosse partie des entreprises en a profité plutôt pour augmenter leurs bénéfices et augmenter la rémunération du capital, augmenter les dividendes, plutôt que pour créer de l'emploi. Ça, c'est la partie orange de ce graphique. Ensuite, vous avez les parties bleues, qui sont une série d'aides qui sont considérées, des subventions qui sont vraiment données de l'argent public vers les entreprises. Par exemple, quand on fait des aides à l'investissement pour qu'une entreprise puisse, par exemple, construire un bâtiment, ou qu'on donne ce qu'on appelle en Belgique des subventions salariales. Il faut savoir que la Belgique, elle est championne des subventions salariales, donc on va donner en fait des réductions de cotisations sociales patronales ciblées si on respecte une série de critères. Par exemple, quand une entreprise engage un travailleur âgé ou quelqu'un qui est au chômage depuis longtemps, elle va recevoir des réductions de cotisations sociales patronales et donc elle va devoir payer moins de cotisations sociales quand elle engage ce type de travailleurs. Il faut savoir que ces subventions-là, c'est aussi des subventions, par exemple, pour ce qu'on appelle le travail de nuit en équipe. Donc aujourd'hui, en Belgique, quand un employeur engage des gens pour les faire travailler la nuit, eh bien, il reçoit une réduction d'impôt, ce qui est quand même un peu hallucinant en termes de politique de santé au travail. Mais c'est tous ces types de subventions-là qui sont reprises dans les barres bleues que vous voyez ici et qui ont aussi fortement augmenté ces 20 dernières années. Et ensuite, la partie verte du graphique, ce sont principalement les réductions à l'impôt des sociétés. Donc, ce sont toutes les niches fiscales et on en parlera aussi dans la deuxième partie de ce webinaire. Donc, il faut savoir qu'il y a une série de règles qui vous permettent en fait d'éviter l'impôt des sociétés et ce qu'on appelle des niches fiscales et qui profitent principalement aux grosses multinationales et aux grosses entreprises en Belgique. Et ces niches fiscales, elles sont aussi très importantes et elles sont toutes des règles qui font qu'en fait, l'État ne perçoit pas les 25% d'impôt des sociétés qu'il devrait percevoir sur les bénéfices et permet en fait de réduire très fortement l'impôt que les entreprises payent à l'État. Et donc, c'est aussi une subvention qui est cachée puisque c'est des recettes que l'État devrait percevoir qu'il ne perçoit pas parce qu'il crée lui-même des niches fiscales. Voilà, donc c'était ça, avec ça que je voulais commencer d'abord, c'était de vous montrer un peu une série d'idées reçues qu'on peut avoir sur quels sont les gros budgets publics qui contribuent en fait à l'impôt et est-ce que les entreprises aujourd'hui en Belgique sont en difficulté ou non. Et j'avais encore une dernière question. Pardon, Alan, j'oublie. Ma dernière idée reçue de se remettre un peu bien les idées en place, c'est sur la question des inégalités de richesse. Parce que je pense que c'est aussi très important de voir, en fait, vous vous souvenez de mon graphique de ce top 1% des plus riches qui payent beaucoup moins d'impôts qu'un travailleur classique. Eh bien, qui sont ces gens? Et ici, je reprends des données aussi de la Banque nationale et du rapport d'Oxfam d'il y a quelques mois. Qui indique qu'en Belgique, il y a 17 milliardaires qui ont été recensés. Ces 17 milliardaires, ensemble, ils possèdent plus que quasi un tiers de la population, soit 3,6 millions de Belges réunis. Alors, quand on parle de milliardaires, on a souvent difficile à se représenter qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que je vous ai mis aussi dans ce slide un peu une idée pour vous représenter qu'est-ce que c'est. Pour devenir millionnaire, donc pour avoir 1 million d'euros sur votre compte en banque, si vous commenciez à 0, vous avez 0 euros, et que chaque mois, sans exception, vous mettez 1 000 euros par mois de côté, eh bien, vous seriez millionnaire à 83,3 ans. Donc, vous mettriez une vie à devenir millionnaire, c'est-à-dire avoir 1 million sur votre compte en banque. Mais pour atteindre 1 milliard d'euros, c'est-à-dire pour devenir milliardaire, la question, c'est combien de temps ça vous mettrait pour atteindre 1 milliard d'euros si, de nouveau, vous commencez avec 0 euros sur votre compte en banque et que chaque mois, vous mettez 1 000 euros de côté sans exception. Et là, ce n'est pas 83,3 ans qu'il vous faudrait, mais 83 333 ans. Donc, vous voyez bien qu'entre 1 million et 1 milliard, il y a une différence qui est énorme et qu'on a du mal parfois à se représenter, mais qui montre à quel point est-ce que, en fait, être milliardaire, c'est être vraiment avoir un patrimoine de richesse qui est extrêmement élevé et qui est qui est impossible d'atteindre ou quasi impossible d'atteindre en mettant, tout à fait impossible d'atteindre en mettant 1 000 euros par mois de côté, puisqu'il vous faudrait 83 000 ans, c'est-à-dire bien plus qu'une vie. Je vous ai mis aussi certaines statistiques sur plutôt le fait que les 1% les plus riches, ils possèdent
200 fois plus qu'une personne qui est parmi les 50% les plus pauvres en Belgique. Les 1% les plus riches en Belgique qui détiennent 22% de la richesse produite en Belgique. Et enfin, une dernière information, c'est la dernière information du slide tout en dessous, c'est de dire qu'en fait, cette richesse, on remarque aussi que cette richesse, elle est de plus en plus concentrée, mais qu'elle vient aussi de plus en plus de l'héritage. C'est-à-dire que dans les années 70, la richesse d'un individu, à la fin de sa vie, elle venait environ de 40% de la richesse qu'il avait héritée, c'est-à-dire du fait qu'il avait reçu un héritage de ses parents. Aujourd'hui, on va vers les 80% de richesse héritée. Ça veut dire que la richesse des Belges et du patrimoine des Belges, du stock de richesse qu'ils ont sur leur compte en banque, mais aussi en maison, en actions, etc., eh bien, quasi 80% de cette richesse-là vient du fait qu'ils ont hérité de beaucoup ou de pas beaucoup d'argent, et du coup, pas du tout du fait qu'ils ont travaillé ou pas travaillé. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on parle de la question de l'impôt sur le patrimoine ou des inégalités de richesse, c'est qu'en fait, une partie énorme de la richesse accumulée, elle provient beaucoup plus de l'héritage que du travail. Et j'en ai fini du coup avec ces idées reçues, Alan. Super, merci Clarisse. Eh bien voilà, on a reçu 2 questions. Alors, une première question de la part de Geneviève, peut-être juste pour préciser un slide que tu as présenté. Donc, dans un des slides, tu as expliqué que la sécurité sociale pourrait récupérer environ 17 milliards de recettes supplémentaires en 2023. Geneviève s'interrogeait, elle voulait savoir si en fait c'était 17 milliards d'euros qu'on pourrait récupérer par an, ou est-ce que c'était 17 milliards d'euros que l'on pourrait récupérer en compilant finalement l'ensemble des recettes fiscales depuis… Non, oui, c'est une bonne question, et donc c'est une bonne précision à amener, c'est qu'en effet, c'est par an. Donc, ça veut dire que si, en fait, en 2023, on payait le taux de cotisation sociale de 96, eh bien, on aurait 17 milliards en 2023 dans la Sécu, mais en 2024, il y aurait de nouveau un peu plus que 17 milliards dans la Sécu. Donc, c'est bien par an qu'il faut prendre ce montant. 17 milliards par an, c'est juste énorme. On pourrait peut-être juste ajouter quelque chose par rapport à cette infographie. Elle est disponible sur le site de la CNE. C'est une infographie qui s'est retrouvée à l'époque dans un des droits de l'employé de ces dernières années. Et donc, toutes ces infographies-là, sur le site de la CNE, elles sont compilées. Donc, vous pourrez notamment avoir l'occasion de le réutiliser peut-être en entreprise, avec vos délégués, avec vos collègues ou aussi avec vos proches. Une deuxième question qu'on pourrait peut-être se poser, on a parlé des subventions aux entreprises. Que se passerait-il si on supprimait totalement ces subventions, ces 52 milliards environ pour 2022? Est-ce qu'on pourrait craindre des pertes d'emplois? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire finalement de ces subventions? Et donc ça, c'est évidemment tout ce qui tient ces subventions-là, c'est la question du chantage à l'emploi, de dire que, et c'est l'argument phare du banc patronal, c'est de dire si vous diminuez les subventions, eh bien, on va assister à de la perte d'emploi. Alors, je pense qu'il y a 2 niveaux de réponse là-dessus. Le premier niveau de réponse, c'est que dans le monde capitaliste dans lequel on vit, où en fait les patrons et les multinationales peuvent décider en partie de où ils mettent leurs entreprises en fonction de où ça les arrange le mieux et où ça leur coûte le moins cher, c'est illusoire de penser que si on supprime tout à fait ces 52 milliards, il y aura 0 perte d'emploi. Donc ça c'est sûr. Par contre, ce que montre une série d'évaluations économiques, c'est que toutes ces mesures-là, notamment par exemple le tax shift, mais notamment d'autres mesures dont je vais vous parler, créent beaucoup moins d'emplois que ce qu'on pense. Et qu'on pourrait subventionner beaucoup moins ces subventions, enfin qu'on pourrait en fait allouer un budget beaucoup moins important et avoir les mêmes impacts en termes de création d'emplois. Donc, clairement, le montant est trop élevé et une partie de ce montant-là, c'est tout à fait avéré, viennent en fait nourrir les bénéfices des entreprises au lieu de créer de l'emploi. Mais l'autre question qui me paraît plus importante à poser, enfin l'autre réponse, on va dire plus importante, c'est de se dire, ok, mais en fait, si notre objectif, ce serait de créer de l'emploi en Belgique, si on supprimait ces 52 milliards, évidemment que certaines entreprises feraient faillite ou feraient des licenciements. Mais on aurait aussi 52 milliards pour faire des vraies politiques économiques où on pourrait être sûr que ça crée de l'emploi. Et par exemple, si l'État belge avait 52 milliards pour en fait engager des infirmiers et des infirmières, engager plus de profs, ou pour par exemple créer une filière de rénovation des bâtiments
pour mieux rénover les bâtiments et mieux faire face à des vagues de chaleur, eh bien, ces 52 milliards pourraient être directement injectés dans des secteurs, y compris avec de l'emploi public, où on est sûr que ça sert à créer de l'emploi. Et donc, ça me semble quand même vachement plus intéressant, en fait, de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on donne ces 52 milliards à des entreprises privées capitalistes en partie sans aucune condition, en espérant que peut-être ça aide à créer l'emploi, plutôt que directement l'utiliser dans des secteurs ou dans des moyens où on est sûr qu'en fait, l'argent serve à créer de l'emploi directement ou à faire d'autres choses, par exemple des soins de santé de qualité ou un enseignement de qualité. Donc voilà, je dirais ça comme réponse. Et tout ça, évidemment, est aussi une question de choix politique. En effet, ouais. Alors, on va aborder la deuxième partie. Au risque de me répéter, je vais quand même insister sur le fait que vous avez tous et toutes la possibilité de poser vos questions à Clarisse. Il y a des choses qui vous semblent plus compliquées à comprendre, sur lesquelles vous souhaitez qu'elle revienne, ou si voilà, il y a des questions plus larges que vous souhaiteriez aborder, n'hésitez pas. À l'issue de cette deuxième partie, de cette seconde partie, donc, je poserai les questions qui ont été déposées à Clarisse et je vous rappellerai aussi, si vous n'avez pas l'occasion malheureusement de rester avec nous jusqu'au bout, qu'un replay sera disponible dans les prochaines heures. Donc, soyez rassurés, vous aurez aussi l'occasion d'assister à cette deuxième partie si vous n'avez pas l'occasion de rester avec nous en live maintenant. Voilà, je me tais et je laisse la parole à Clarisse. Merci Alan. Donc, que fait l'Arizona? Alors, d'habitude, quand on fait au syndicat, on est très fort pour critiquer tout ce que fait l'Arizona parce qu'en vrai, il y a que des choses à critiquer. Mais ici, rassurez-vous, je vais vous montrer qu'un seul slide sur que fait l'Arizona pour ensuite directement venir à nos alternatives. Et je pense que c'était ça aussi l'objectif de ces webinaires, c'était de vous montrer évidemment tout ce que l'Arizona fait de mal et pourquoi ils vont continuer à lutter toujours contre leurs mesures, mais aussi montrer pourquoi en fait on a d'autres solutions qui sont bien meilleures. Donc ici, je vous ai résumé les choix budgétaires de l'Arizona sur l'ensemble de la législature, donc entre 2025 et 2029. Donc qu'est-ce que montre ce graphique? Il montre deux choses. D'une part, sur votre gauche, il montre où l'Arizona a décidé de faire des économies. En bleu, ce sont les économies et en vert, ce sont les nouvelles recettes. Donc en gros, où est-ce que l'Arizona va chercher l'argent? Et vous voyez que l'Arizona, il vient chercher l'argent où ça? Il vient chercher l'argent principalement dans la sécurité sociale. Vous voyez d'abord les pensions, les malades de longue durée, le chômage, les soins de santé, sécurité sociale autres, ce sont les autres branches de la Sécu qui sont mises à contribution. Donc là, ce sont toutes des politiques et des mesures qui sont prises qui visent à diminuer le financement des soins de santé, exclure les chômeurs du chômage et donc diminuer les dépenses en chômage, faire la chasse aux malades et donc diminuer les indemnités INAMI des malades, diminuer les services publics, diminuer nos capacités d'accueil des personnes migrantes, diminuer les pensions en faisant cette grosse réforme des pensions Arizona. Donc là, c'est où est-ce que l'Arizona décide de faire des économies. Ensuite, elle va aussi chercher un petit peu d'argent dans des nouvelles recettes. Donc, vous voyez bien que la proportion entre le bleu de mon graphique et le vert de mon graphique, il y a énormément de bleu et il n'y a pas beaucoup de vert. Donc, ça veut dire que l'Arizona fait déjà des choix politiques qui disent que où est-ce qu'on va aller chercher de l'argent? On va aller chercher principalement en faisant des économies sur le dos des travailleurs et des travailleuses et pas beaucoup en allant chercher des nouvelles recettes. Et par ailleurs, quand vous regardez ces nouvelles recettes, c'est intéressant d'aller voir où est-ce qu'on va chercher ces nouvelles recettes. Alors, vous avez 5 milliards de nouvelles recettes qui viennent de ces épaules les plus larges, donc en gros, qui sont des impôts sur les riches, notamment avec cette question de la taxation sur les plus-values. Ensuite, vous avez 4,7 milliards qui viennent de la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Et puis, vous avez 3,4 milliards qui viennent d'impôts supplémentaires sur le dos des travailleurs et des travailleuses. Je pense que c'est aussi important de parler de ça, puisque l'Arizona s'est quand même fait élire avec ses promesses électorales de 500 € net en plus. Et en fait, à contrario, vous voyez bien que ici, ce que je vous présente, c'est que l'Arizona va plus imposer les travailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'elle va plus imposer les travailleurs? Parce que en fait, l'Arizona a décidé d'augmenter une série d'impôts en termes de TVA et en termes d'accise, c'est-à-dire d'impôts sur la consommation que nous payons toutes et tous au quotidien quand on va faire notre plein d'essence, quand on va au magasin ou qu'on remplit notre cuve à mazout.
Et donc, en fait, malgré les baisses d'imposition qui sont promises par l'Arizona, même si elles ne sont pas encore effectives, eh bien, finalement, en fait, si vous regardez où est-ce que l'Arizona augmente les impôts et où est-ce qu'elle baisse les impôts pour les travailleurs, eh bien, finalement, elle vient quand même chercher, en fait, des recettes fiscales supplémentaires sur le dos des travailleurs et des travailleuses. Et donc, contrairement à ce qu'elle dit, que en fait, tout le monde aura 500 euros, enfin, que les gens qui travaillent auraient 500 euros net en plus, en fait, ce que les tableaux budgétaires du gouvernement montrent, c'est qu'en fait, les travailleurs vont payer plus d'impôts à cause de l'Arizona. Donc ça, c'est ma première partie gauche du graphique, c'est-à-dire où est-ce que l'Arizona va chercher l'argent. Et ensuite, sur ma partie droite, eh bien, c'est à quoi sert l'argent que l'Arizona a été chercher. Et là, vous avez de nouveau trois blocs différents. Vous avez le bloc principal, les 50 milliards, qui viennent réduire le déficit. Donc, évidemment, on l'entend partout dans les journaux. L'objectif premier de l'Arizona, c'est de réduire le déficit. Et c'est ça qu'ils affichent dans leur tableau budgétaire, c'est-à-dire que les économies qu'on fait et les impôts supplémentaires essayent de venir réduire le déficit. Mais par contre, il y a quand même deux secteurs qui se voient recevoir plus d'argent. Et ces deux secteurs-là, ce sont les secteurs de l'aide aux entreprises, c'est-à-dire des subsides aux entreprises. Donc, ça veut dire que le graphique que je vous ai montré avec les 52 milliards d'aide aux entreprises va encore augmenter grâce à des nouvelles mesures que l'Arizona prend pour encore réduire les cotisations sociales des employeurs ou en fait subventionner les entreprises. Et puis, le deuxième gros paquet d'investissement de l'Arizona, c'est évidemment dans la défense, avec près de 17 milliards supplémentaires sur l'ensemble de la législature qui sont mis dans la défense. Donc voilà, je trouve que ce tableau-là que je vous fais montre bien le projet de société de l'Arizona. En fait, le projet de société de l'Arizona, c'est quand même de réduire les droits des travailleurs et des travailleuses en sécurité sociale, de réduire nos services publics, d'augmenter nos impôts pour venir réduire le déficit et financer les aides aux entreprises et la défense. C'est quand on regarde en tout cas les tableaux budgétaires et qu'on les analyse, c'est ça qu'on voit comme objectif politique qu'on peut donner à cette coalition. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est très important de continuer à lutter contre leurs mesures. Mais la question, c'est de se dire, OK, est-ce qu'il y aurait moyen de faire autrement? Évidemment, c'est tout l'importance de notre message aujourd'hui, c'est de montrer à quel point est-ce que ces choix politiques, ces choix budgétaires, ce sont des choix politiques qui représentent une certaine vision de la société et qu'on pourrait faire tout à fait autrement. Et j'en viens donc du coup à nos propositions syndicales sur un autre budget possible. Et je vais vous montrer deux budgets différents, mais qui vont dans la même lignée. Un premier budget, c'est un budget qui a été fait par des collègues économistes qui travaillent pour le think tank Minerva et qui montre comment est-ce qu'on pourrait répartir l'effort budgétaire de manière alternative. Donc sur le graphique de gauche, vous avez les choix politiques de l'Arizona et sur le graphique de droite, vous avez toutes des mesures qui permettent de trouver 40 milliards d'euros sans faire payer ceux qui ont peu. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a une série de mesures qui sont mises, que je ne vais pas détailler ici, mais qui montrent qu'en fait, c'est possible d'aller chercher 40 milliards d'euros par an sans faire payer ceux qui ont peu, sans aller chercher sur le dos des travailleurs et des travailleuses. Ça, c'est une proposition très sérieuse qui a été faite et qui est disponible en ligne. Mais moi, je vais surtout m'attarder sur la proposition du Front commun syndical, qui est celle-ci, où le Front commun syndical a décidé d'aller chercher plutôt 27 milliards dans une série de mesures qui permettent aussi en fait de trouver de nouvelles recettes fiscales sans faire payer les travailleurs et les travailleuses. Alors, ces mesures, elles sont résumées en 5 gros blocs de mesures. La première chose, c'est justement de réduire un peu ces subventions aux entreprises privées que j'avais chiffrées à 52 milliards et de dire, OK, sur une série de choses, on sait que les subventions aux entreprises privées sont tout à fait inefficaces, qu'elles ne créent pas d'emplois et qu'elles viennent simplement augmenter les bénéfices des patrons. Et donc, sur certaines mesures-là, on va aller chercher une série de recettes fiscales supplémentaires ou plutôt de non-dépenses. Et donc, le Front commun syndical propose de mettre fin aux subventions inutiles accordées aux entreprises en étant en fait très prudent puisque là, ils vont chercher 2,6 milliards d'euros alors que je vous avais montré qu'il y en avait 52. Donc voilà, ils viennent s'attaquer à certains types de subventions aux entreprises privées.
Le deuxième gros bloc, c'est l'idée de mettre fin aux constructions fiscales bancales. Donc ici, de quoi est-ce qu'on parle? On parle en fait du fait qu'il y a une série de règles qui font qu'en fait les plus riches en Belgique payent beaucoup moins d'impôts qu'un travailleur normal ou qu'une travailleuse normale. Et donc ici, on vient mettre fin à une série d'exceptions ou bien globaliser les revenus pour que en fait tout le monde paye la même chose en impôts. L'idée en fait globale de ce bloc-là, c'est de dire que 1 euro c'est égal à 1 euro et que chaque euro devrait être taxé de la même manière. Donc que 1 euro de salaire ou 1 euro de dividende ou que 1 euro de rémunération alternative qui ne sont pas du salaire, typiquement des options sur action, eh bien ça devrait être taxé de la même manière. Et donc ici, le Front commun vient avec une série de propositions pour que justement 1 euro soit égal à 1 euro. Et ça permettrait en tout d'aller chercher 15 milliards d'euros par an. Troisième gros bloc de mesures, c'est l'idée d'un statut correct avec des cotisations correctes pour tous. Donc, vous savez sans doute qu'en Belgique, on a créé dernièrement une série de statuts qui permettent d'embaucher des travailleurs en ne payant pas autant de cotisations sociales patronales que quand on embauche un travailleur normal. Il s'agit ici des jobs d'étudiants, il s'agit aussi des flexi-jobs. Et j'en parlerai juste après. Et donc l'idée, c'est de dire qu'en fait, pour chaque travailleur, en fait, ça devrait coûter autant à l'employeur. Et par ailleurs, que les travailleurs indépendants devraient aussi, en fait, payer autant sur leur rémunération que les travailleurs classiques, ou quasi autant. J'y reviendrai ensuite. Et donc ça, c'est le troisième gros bloc de mesures que je vais un peu plus détailler après d'ailleurs. Ensuite, vous avez un quatrième bloc de mesures qui vise à avoir une meilleure perception ou utilisation des impôts existants. Donc ici, c'est pas l'idée de changer des règles ni d'augmenter des impôts, mais c'est simplement de se dire que en fait, avec les règles existantes, eh bien, on échappe à l'impôt, et c'est notamment la question de la fraude fiscale, où vous savez qu'en fait, on connaît tous les scandales qu'il y a déjà eu récemment sur la fraude fiscale, où en fait, ici, ce sont des gens qui fraudent, c'est-à-dire qui décident de ne pas payer d'impôts alors qu'ils devraient le faire, alors que la loi les oblige. Et donc, ici, on vient mettre une série de mesures qui permettraient d'avoir plus d'inspecteurs et de lutter mieux contre la fraude fiscale. Ce quatrième gros bloc, il rapporterait 2,4 milliards. Et enfin, le dernier bloc, ce sont des impôts équitables. Alors là, en fait, la principale proposition des impôts équitables, c'est l'impôt sur la fortune. Et donc, en fait, ça j'y reviendrai juste après, de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on pense qu'un impôt sur la fortune est nécessaire et comment est-ce qu'il pourrait rapporter 5 milliards d'euros. Donc voilà, ça, vous voyez ici, en fait, un aperçu global des propositions syndicales qui permettent d'aller chercher vraiment beaucoup d'argent sans faire payer les travailleurs et les travailleuses, avec ou sans emploi d'ailleurs. Alors, je vais détailler 2-3 mesures. Je vais vous détailler la globalisation des revenus. Je vais vous détailler la question des sociétés de management, la question des flexi-jobs et puis la question de l'impôt sur la fortune. Et puis, je vous propose de vous laisser la parole. Et si vous voulez que je détaille d'autres mesures, eh bien, c'est possible aussi. Alors, donc, première chose, c'est la question de la globalisation de tous les revenus. Donc, aujourd'hui, en fait, en Belgique, on a un système qui fait que les revenus sont taxés différemment selon leur origine. Si vous avez des revenus qui proviennent d'un salaire, eh bien, ils sont plutôt assez fort taxés et c'est un taux progressif. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si vous avez un petit salaire, vous payez un petit taux d'imposition. Et puis, au plus vous avez un haut salaire, au plus votre taux d'imposition est élevé. C'est ce qu'on appelle des tranches d'imposition avec des taux différents. Donc, là, il y a une première tranche d'imposition qui est à 0%, et puis il y a 20, 25, 40, 45, si je ne me trompe pas, mais je pense qu'il y a une petite erreur dans ce que je dis. Donc ça, c'est pour ce qui est du salaire. Par contre, si vous avez des revenus financiers, par exemple, si vous avez des dividendes, eh bien, vous allez avoir un taux plus bas et qui n'est pas le même que sur les salaires. Le revenu sur les précomptes mobiliers en Belgique, il est de 25%. Ensuite, si vous faites par exemple des plus-values sur actions, jusqu'à très peu, jusqu'avant l'Arizona, vous payez 0% d'impôt sur ces plus-values sur actions. Bref, tout ça pousse les gens, évidemment, à organiser leurs revenus, enfin, pour ceux qui le peuvent, évidemment, donc pour les personnes les plus riches, à organiser leurs revenus de manière à payer le moins d'imposition possible, c'est-à-dire à optimiser, à faire de l'optimisation fiscale. Et puis, ça rend aussi le système très injuste, puisque c'est ça qui explique en partie que les 1% les plus riches ne payent en Belgique que 23% d'impôts sur leurs revenus, alors qu'en moyenne, c'est 43%. Autrement dit, qu'une travailleuse qui travaille dans un supermarché ou que un travailleur
un travailleur, une infirmière ou une aide-soignante paye en fait plus d'impôts que les 17 milliardaires belges, quoi. Et donc, l'idée de cette proposition, c'est de se dire qu'en fait, on va fusionner tous les types de revenus dans un seul panier et que tous ces types de revenus vont être imposés avec un même taux d'imposition et une progressivité qui soit uniforme. Et ça s'appelle globaliser les revenus et ça rapporterait quasi 13 milliards d'euros d'ici à 2029. Ça, c'est la première mesure plus technique que je voulais vous présenter. J'arrive à la deuxième sur la question des flexi-jobs. Pourquoi est-ce que je vous parle des flexi-jobs? Parce que justement, vous savez sûrement que depuis hier, ils ont été malheureusement étendus à tous les secteurs. Ça nous montre bien à quel point, quand on réserve soi-disant des régressions sociales pour certains secteurs, vous savez quand les flexi-jobs ont été créés en 2014, au départ c'était uniquement pour l'ORECA, eh bien en fait, quelques années plus tard, ça arrive à tout le monde, et donc à quel point c'est important de réussir à ne pas créer de brèche dans le système. Alors aujourd'hui, les flexi-jobs, ils sont pas soumis à des cotisations sociales personnelles, mais par contre, ils sont soumis à un taux de cotisation sociale patronale, et ils sont pas soumis à un impôt sur le revenu. Donc, ça veut dire que les flexi-jobbers ne payent pas d'impôts et pas de cotisations personnelles. Et ça, en fait, à qui ça profite? Ça profite évidemment aux employeurs, puisque ça veut dire que, en fait, un employeur doit payer beaucoup moins de cotisations sociales, enfin, doit en fait sortir moins d'argent de sa poche pour que le travailleur ait la même chose en net que si il engageait un travailleur de manière classique. Et puis, ça pénalise évidemment tous les travailleurs qui financent la sécurité sociale. Donc, si on voulait en fait que les flexi-jobs payent autant d'impôts et de cotisations sociales qu'un travailleur classique, eh bien, ça rapporterait 380 millions d'euros en 2029. Voilà sur les flexi-jobs. Je voulais aussi vous parler des sociétés de management, si je ne me trompe pas. Je vais remonter un petit peu dans mon PowerPoint. Attendez. Pardon. Ah voilà, c'est là. Donc, les sociétés de management, on en a aussi beaucoup parlé dans la presse récemment, donc c'est pour ça que je voudrais vous en parler ici. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on sait aujourd'hui que les personnes qui passent par des sociétés de management, elles payent en moyenne beaucoup moins d'impôts que les salariés. Un dirigeant de société qui est en société de management, il va payer que 35% d'impôts sur son revenu, contre environ 60% pour les salariés. Ça permet tant à des dirigeants de société et à des indépendants de se mettre en société plutôt qu'en indépendant personne physique, mais ça permet aussi à beaucoup à des cadres de se mettre en société de management pour payer moins d'impôts sur les revenus et moins de cotisations sociales. Donc ici, la proposition, c'est quoi? C'est de dire qu'en fait, on va essayer de limiter les sociétés de management en réduisant les taux réduits. Donc, aujourd'hui, en fait, si vous êtes dans une société de management, vous pouvez avoir qu'un taux d'imposition de 20% d'impôt des sociétés au lieu de 25% si votre dirigeant a une rémunération minimale. Donc ça, on essaie de restreindre cette règle-là. Et par ailleurs, vous pouvez bénéficier d'un taux d'imposition réduit sur les dividendes de 18%. Et donc là, de nouveau, on dit qu'il faut qu'ils payent de l'imposition comme tout le monde. Et cette mesure-là permettrait de rapporter 526 millions d'euros à partir de 2029. Et enfin, je veux vous parler de la dernière mesure, ce qui est l'impôt sur la fortune. C'est la dernière mesure que je détaillerai avant les questions-réponses. Je vous ai montré que les 1% les plus riches ne payent que 23% d'impôts contre 43% en moyenne. Et on sait que les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus. Et on sait aussi que c'est beaucoup plus facile d'arriver à échapper ou à frauder ou à optimiser un impôt sur le revenu qu'un impôt sur le patrimoine. Et c'est pour ça qu'on pense qu'un impôt sur la fortune est nécessaire, parce que sans impôt sur la fortune, on n'arrivera pas à ce que les 1% les plus riches payent vraiment autant d'impositions, ou même plus d'impôts qu'en fait un travailleur moyen. Et que la manière pour réussir à faire ça, c'est d'imposer leur stock de patrimoine, c'est-à-dire leur richesse accumulée. Alors la CEC, elle propose un impôt progressif sur le patrimoine net. Qu'est-ce que c'est le patrimoine net? Ça veut dire que c'est tout votre patrimoine moins vos dettes. Et l'impôt, il serait de cette manière-ci, il serait de 1% entre 1 million et 1,5 million d'euros, de 1,25% entre 1,5 million d'euros et 2 millions d'euros, et de 1,5% au-delà.
Donc, c'est un tout petit pourcentage d'imposition, hein. Rappelez-vous que nous, sur nos salaires, on est taxé jusqu'à 45%. Ici, c'est entre 1 et 1,5% à partir d'une richesse nette de 1 million d'euros. Et ça permettrait de rapporter 5 milliards d'euros chaque année à partir de 2029. Voilà, donc toutes ces propositions vous montrent à quel point, en fait, nous, on a trouvé des milliards d'euros pour financer la Sécu, pour financer les écoles, pour financer les services publics qui ne viennent pas chercher dans la poche des travailleurs et des travailleuses, et que donc il y a des alternatives à la politique de l'Arizona, et que ce qui nous manque maintenant, c'est évidemment de convaincre les gens autour de nous que c'est possible et d'arriver à construire des mobilisations et un rapport de force ensemble pour que ce soit imposé à l'agenda politique et que ces mesures deviennent réalité. Voilà, avec le micro, c'est mieux. Merci Clarisse. Pour les précisions, on a reçu une question de Bénédicte qui souhaiterait qu'on précise un des éléments du tableau que tu as dévoilé. Donc, c'est un élément qui s'appelle « Combler le fossé en matière de TVA ». Je lis donc la question de Bénédicte. Qu'entend-on par là, en sachant que l'écart de TVA actuellement en Belgique est de 9,6%? Est-ce que tu pourrais prendre un peu de temps pour expliquer cette partie-là du tableau? Voilà, c'était juste avant. Attends, hein. Ouais, pardon. Ouais, je remarque que j'ai pas mis la slide là-dessus, mais je vais la chercher. Donc, combler le fossé en matière de TVA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des écarts de TVA qui sont importants en fonction des différents... Attendez, hein, je vais reprendre ma slide pour être sûre de ne pas tromper dans ce que je dis. Est-ce qu'il y a une autre question en attendant que je retrouve l'info? Oui. Donc, il y avait une autre question donc, par rapport... finalement, à la sortie de la semaine passée du CE d'une très grande boîte installée en Wallonie, Odoo pour ne pas la citer. Voilà, des gens se demandaient finalement, est-ce que c'est bien normal de demander de l'argent à quelqu'un qui n'a finalement, entre guillemets, que du capital et pas d'argent propre. Donc, voilà. Ouais, ok. Voilà, j'ai retrouvé l'information sur le combler le fossé en matière de TVA, donc je vais d'abord répondre à ça. Donc, en gros, combler le fossé en matière de TVA, ça ne veut pas dire augmenter les taux réduits de TVA ou bien supprimer les taux réduits de TVA ou de dire que tous les produits devraient être taxés à 21% et qu'il n'y ait plus des taux à 12% ou à 6%. Ce que ça veut simplement dire, c'est que, en fait, aujourd'hui, on a un problème de perception de TVA. Ça veut dire que, en moyenne, on avait ce qu'on appelle un gap de perception de la TVA qui est beaucoup plus élevé que les autres pays européens. Donc, autrement dit que même si, en fait, sur tous les produits, on est censé, sur les produits sur lesquels on devrait percevoir 21% de TVA, en fait, on ne les perçoit pas parce qu'il y a un problème de perception de l'impôt. Donc, l'idée dans cette mesure, ce n'est pas de supprimer des taux réduits ou d'augmenter le taux d'impôt de la TVA, c'est simplement d'avoir une meilleure perception de la TVA. C'est notamment sans doute dû à la question du travail au noir qui fait que il y a des endroits où en fait on n'a pas de TVA alors qu'on devrait avoir de la TVA, quoi. C'est ça qu'on vise dans cette mesure-là. Et donc pour répondre à cette question de l'impôt sur la fortune, donc vous avez sans doute vu cette sortie d'un milliardaire en Belgique qui nous dit oui, mais en fait moi je suis milliardaire parce que j'ai énormément d'actions de ma société, mais j'ai pas d'argent sur mon compte en banque pour payer la taxe. Et donc, est-ce que c'est juste de payer un impôt sur la fortune à ces personnes-là? Alors, à ça, on peut répondre par plusieurs propositions. La première chose, c'est que d'abord, c'est vrai qu'ils sont milliardaires puisque s'ils vendaient ces actions, eh bien, il y aurait évidemment des milliards. Et donc, une manière de faire, c'est de vendre une toute petite partie de ces actions et pour payer impôt. Alors là, ce qu'on nous répond, c'est de dire oui, mais moi, j'ai pas envie de perdre de l'influence dans ma société et donc de vendre des actions qui seraient par exemple en dehors de la Belgique et donc qui donneraient du pouvoir à d'autres gens sur la stratégie de la société. Alors, ce qu'on peut répondre à ça, c'est qu'en fait, ces personnes qui ont tellement d'argent en actions, leurs actions peuvent être des garanties très importantes pour les banques. En fait, c'est une pratique qui est très courante chez les ultra-riches que, en fait, pour se faire prêter de l'argent par les banques, en fait, ils mettent en garantie leurs actions. C'est quelque chose qu'ils font très régulièrement. Et donc, on pourrait tout à fait, cette personne-là pourrait tout à fait emprunter en fait à la banque
pour payer son imposition. Et puis le jour où en fait où elle percevra effectivement ses actions parce qu'elle aura vendu sa société, eh bien elle sera en effet très riche, quoi. L'autre chose à dire, c'est qu'en fait, cette situation d'avoir énormément de stocks de patrimoine et très peu de liquidités et très peu d'argent sur son compte en banque ou très peu de revenus, c'est une situation tout à fait exceptionnelle. L'économiste Zuckman, qui est le grand économiste français qui plaide pour cet impôt sur la fortune, il montre bien à quel point, en fait, souvent avoir des patrimoines très élevés, ça va avec le fait d'avoir des revenus très, très importants. Et donc, ça ne met très peu, enfin, c'est très exceptionnel que ça mette en difficulté, en fait, le paiement de cette imposition. Et par ailleurs, en fait, le patrimoine qu'ont ces gens, le rendement du patrimoine, il est beaucoup plus élevé que le rendement d'imposition. Donc, ça veut dire que même si on les taxe, en fait, ils vont continuer à accumuler beaucoup plus d'argent que la taxe qu'on va leur demander, quoi. Donc, ça montre bien qu'en fait, il y a déjà que c'est une situation très exceptionnelle dans l'impôt sur la fortune, mais que par ailleurs, il y a tout à fait des manières de payer cet impôt sans mettre en difficulté, on va dire, sa société ou le contrôle de sa société, puisqu'il pourrait très facilement se faire emprunter de l'argent à une banque à des taux très, très avantageux, très certainement, pour pouvoir payer cet impôt. Parfait. Merci beaucoup, Clarisse. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire. On aura tenu les délais. On est à 50 minutes, donc c'est vraiment parfait. Encore l'occasion pour moi de vous rappeler donc que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous les envoyer, notamment sur nos différents médias en ligne comme les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, je me chargerai de les transmettre à qui de droit et de vous y répondre dans les plus brefs délais. Vous informer également que ce webinaire sera disponible en replay dans les prochaines heures, que vous pourrez donc le regarder à nouveau, et que ce webinaire sera également disponible sur notre plateforme YouTube d'ici quelques jours, tout comme le précédent webinaire concernant la dette, dans lequel on évoque le narratif autour de la dette et la déconstruction possible. Donc voilà, il y a tous les webinaires qui seront bientôt disponibles. On vous invite à les consulter et à les partager, évidemment. Et je vous souhaite d'ores et déjà une belle fin de journée. Merci encore à toutes et tous d'avoir été là et à très bientôt.